Hey, hey, hey! Tago est back again! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros morceau. Le réseau social le plus détesté et le plus aimé de la décennie, j'ai nommé TikTok. 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 Créée il y a moins de 10 ans, cette application chinoise fait déjà de l'ombre aux géants de la tech américaine. TikTok n'est pas venu pour être un simple figurant de plus sur la liste. Nah, ce serait qu'une miette de pain pour son insatiable ambition. Cette application est là pour arracher la couronne et poser son fiac sur le trône, tout en foutant le sbeul au passage. Malgré que TikTok soit toujours une start-up, elle a l'étoffe d'un roi. Un roi qui arrive à utiliser notre bien le plus précieux, notre attention, pour se faire une place de choix dans ce monde. Mais comment l'équipe derrière TikTok a réussi à faire un tel exploit? Comment TikTok est devenu le nouveau grand méchant loup de la jeunesse et quel est son plan pour conquérir le monde? Avant ça, un petit tour dans le passé est nécessaire pour mieux comprendre la trajectoire de l'app qui a su bouleverser le monde en 15 secondes, ou presque. C'est pourquoi j'ai fait comme d'hab, j'ai fait ma curieuse et fait quelques grosses recherches de fou malade pour que je puisse aujourd'hui dans cette vidéo te raconter comment et pourquoi TikTok va devenir le roi du monde. Ou pas. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Petit disclaimer, cette vidéo sera coupée en deux, j'ai préféré le faire de cette manière au vu de la longueur du focus. C'est pourquoi aujourd'hui je sors la partie 1 et la partie 2 sera de sortie prochainement. Ah, et désolé si je prononce mal les noms et mots chinois, je sais que les sinophones vont se sentir insultés en m'entendant, donc s'il te plaît, ne viens pas prendre mon callback. Je te remercie pour ta compréhension. Pour commencer, laisse-moi te parler de deux amis appelés Zhang Yiming et Liang Rubo, les fondateurs de TikTok. Ou plutôt, les fondateurs derrière l'empire détenant TikTok. Car l'application n'est que la pointe visible du gigantesque iceberg nommé ByteDance. Zhang Yiming, âgé de 40 ans, est né le 1er avril 1983 à Longyan, dans la province de Fujian, en Chine. Quant à Liang Rubo, sa date de naissance est confidentielle, mais il a probablement 40 ans. Enfin, je présume. Ils se rencontrent à l'université de Nankai, à Tianji, en Chine, entre 2001 et 2002. À l'université, les deux deviennent vite amis, se retrouvant autour de leurs passions communes, comme l'informatique, en partageant le même ordi, ou en jouant au badminton ou au ping-pong. Ils deviennent même colocataires pendant leurs études. De vrais BFF ces deux-là. Zhang se forme en informatique et se spécialise dans un premier temps en microélectronique, puis en génie logiciel. Et Liang choisit l'ingénierie électronique. Ils obtiennent tous deux leur diplôme en 2006. Diplôme en poche, Liang obtient un bon petit poste en tant qu'ingénieur chez Axelicon Technologies, une société dans le domaine de l'industrie électronique. Je ne peux même pas te dire à quoi elle sert, je n'ai même pas compris la description de l'entreprise. Quant au cerveau de la bande, Zhang, après ses études universitaires, il travaille d'abord pour une agence de voyage en ligne, une start-up nommée Kukzun. Il était le 5e employé à être recruté et le premier ingénieur de la société, puis devient par la suite, un an après, le directeur technique au contrôle d'une équipe de 40 à 50 employés. Cette expérience lui a permis d'apprendre les compétences fondamentales pour gérer une start-up. Pendant son temps à Kukzun, j'ai l'impression que je le dis mal, mais bon, fais pas attention. Une idée de génie lui vint. En voyage d'affaires, il cherchait via Kukzun un billet de train retour pour rentrer chez lui, mais tout était complet. Il ne trouvait rien, faute d'avoir cherché pendant des heures. La recherche était laborieuse et il fallait constamment rafraîchir l'app. Il n'avait pas le temps pour ça. Agacé, il décide d'écrire un peu de code dans le programme de l'application de Kukzun. Ce code lui permettait d'avoir une notification dès qu'un billet était dispo. 10 minutes après avoir intégré le code, il reçut une notif lui suggérant un billet parfait pour lui. Son moment d'épiphanie lui vint à ce moment précis. Cette notification représentait plus qu'un billet pour rentrer à la maison, mais la concrétisation d'une idée pour devenir riche. Cependant, cette idée germera un peu plus tard. En 2008, il quitte l'agence et intègre Microsoft installé en Chine, dans la perspective d'apprendre plus sur le management d'équipe au sein d'une société internationale. Crois-moi, derrière chacun des moves de Zhang, il y a toujours une idée, un plan
un objectif bien précis. En gros, c'est un vrai petit cachotier celui-là. Mais les rêves et ambitions de Zhang Yiming étouffaient dans Microsoft. Sa hiérarchie n'avait rien à carrer de ses songes. Zhang adorait finalement travailler pour des startups et faire partie du noyau dur de celle-ci. Il prend alors ses clics et ses claques et démissionne de Microsoft pour rejoindre une startup du nom de Fanfu, ou Fanfu, le premier clone chinois de Twitter. Malheureusement, le succès escompté n'était pas au rendez-vous. Toutefois, cette expérience ne l'a pas démotivé. Il en faut beaucoup plus pour le faire. Genre, beaucoup plus. Tu comprendras plus tard. Ainsi, en 2009, grâce à ses économies et avec l'aide d'un fonds d'investissement, Susquehanna Asia Investments, ils constituent ensemble un capital de départ de $147 000 et créent sa première société appelée 99 Fang. Moi qui allais dire 99 Fang, MDR, merci Google Trad, une plateforme de recherche pour trouver des propriétés immobilières. Se retrouvant seul, il décide alors de faire appel à son bro, son ami de longue date, son best friend forever, Liang Rubo, afin de collaborer ensemble et faire partie de l'aventure. Cela représente ainsi leur premier pas ensemble dans l'entrepreneuriat. Pendant la même année, le premier iPhone était dispo pour la première fois en Chine. Gadget qui fascinera Zhang. Il a su que le futur était dans ce petit appareil. Mais ce n'est pas tout. Il était fasciné par les géants de la tech américaine et de leur monopole. De Steve Jobs à Larry Page, en passant par Jeff Bezos et Bill Gates, et même Mark Zuckerberg, le petit nouveau dans le game à l'époque, tous étaient ses inspirations. Il ne voulait pas travailler pour eux, mais être l'un d'entre eux et faire partie de ce cercle fermé de révolutionnaires de la tech qui impacte le monde entier. En 2011, son app 99 Fang est devenue l'une des plus téléchargées dans le domaine de l'immobilier en Chine, attirant 1,5 million d'utilisateurs. Cependant, il comprendra très vite que 99 Fang ne pourra pas être l'app qui dominera le monde ou juste la Chine. L'app est faite que pour la niche immobilière chinoise. Certes, une cible répondant présente est là, mais elle touche peu de monde en réalité. Il voulait construire quelque chose de plus grand et révolutionnaire. Oh, Zhang a faim. En 2012, il engage un nouveau dirigeant pour 99 Fang se consacrer à sa nouvelle idée. Et quelle est cette nouvelle idée, tu te demandes? Il savait que grâce à la nouvelle ère des smartphones, tout le monde serait sur Internet tout le temps, donnant aux sociétés qui gèrent les apps dispo sur les téléphones une quantité infinie d'informations sans même les demander, incluant les préférences et les habitudes de ses utilisateurs. Afin de tirer profit de toutes ces informations, quoi de mieux que d'utiliser l'intelligence artificielle? Grâce à elle, chaque individu aurait automatiquement accès à un contenu personnalisé. Au lieu que les gens cherchent pour ces infos à la manière de 99 Fang ou Baidu, le Google chinois, pionnier et leader sur le marché de recherche en Chine, l'info viendrait directement aux gens. L'épiphanie, quand il était encore employé chez Cookzone, ne l'a jamais quitté. Surtout qu'il n'était pas fan de Baidu à l'époque. Pourtant, Baidu dominait en maître absolu sur le territoire chinois. Zhang Yiming n'avait pas froid aux yeux. S'attaquer à un géant de la tech dans son pays est seulement un autre défi à relever. De plus, ça tombait bien, car Baidu n'était pas adapté pour les smartphones. Le contenu trouvé n'était pas ou peu pertinent, et il y avait beaucoup trop de pubs ciblées de manière bancale. Ses défauts lui montrent la voie d'une opportunité pour lui. Il en parle à son ami Liang et aussi à quelques-uns de ses employés. Mais il lui manquait une chose cruciale pour démarrer sa nouvelle activité, de l'argent. Beaucoup d'argent. Alors, il fait le tour de tous les fonds d'investissement possibles. Il pitch jusqu'à 30 fois par mois son discours pour convaincre une âme charitable de croire en lui, jusqu'à en perdre sa voix. Tout ça pour qu'au final, personne ne croit en lui. Personne n'a cru en lui, sauf son premier capital investissement, qui avait déjà misé sur lui et qui, apparemment, n'était pas déçu de leur collaboration. Le fonds d'investissement décide alors d'injecter la somme de 5 millions de dollars dans le nouveau projet de Monsieur Yiming. Comme quoi, face à une montagne de noms, il suffit d'un oui pour pouvoir la gravir. Pendant qu'il travaillait sur la nouvelle idée, Zhang était pressé, car il savait que tout allait très vite dans la tech. Si ce n'est pas maintenant, quelqu'un d'autre prendrait sa place. Avec son équipe, ils travaillèrent ensemble d'arrache-pied le jour chez 99 Fang et la nuit sur la nouvelle start-up appelée ByteDance, traduit par la danse des octets. Les deux amis deviennent cofondateurs de ByteDance et colocataires again dans la foulée. Leur appartement de 4 pièces, là où tout a commencé, deviendra le premier QG de ByteDance. Même si Liang et Zhang ont confondé ByteDance, c'est bien Zhang, le dirigeant de la société. Liang est et sera toujours l'une des têtes pensantes de l'entreprise. Revenons à la fameuse idée de Zhang regroupant intelligence artificielle et recherche.
Pour arriver à concrétiser cette idée, ils ont dû faire pas mal de recherches. Mais tu sais ce qui est le plus drôle dans tout ça? C'est qu'ils ne connaissaient rien à l'intelligence artificielle. Mais genre rien, nada, zéro. Néanmoins, ce petit détail ne l'a pas arrêté. Zhang a dû lire des livres et des pavés pour s'éduquer sur le sujet, dont un livre d'un scientifique chinois expert dans le domaine qui sera embauché plus tard chez ByteDance. Mars 2012, ByteDance est enfin lancé, avec une application utilisant l'algorithme personnalisé selon chaque utilisateur créé par Zhang. Pour info, un algorithme est un ensemble de règles indiquant à l'application ce qu'elle va te proposer en termes de contenu. La première application s'appelle Neihan Duanzi, une plateforme pour partager des mèmes, des blagues et des vidéos marrantes à la Vine ou 9gag. Une app qui fut un beau succès, comptabilisant 30 millions d'utilisateurs à sa fermeture en 2018. Mais on en reparlera plus tard dans la partie 2 parce que les raisons de sa fermeture ont fait pas mal de bruit. En août 2012, il lance Tuchao ou Jinri Tuchao, qui signifie gros titre ou gros titre du jour. Une plateforme mobile de création, de regroupement, de distribution de contenu et moteur de recherche. Une app qui propose principalement les actualités du jour trouvées sur Internet. C'est un mix addictif d'informations et d'actualités personnalisées pour chaque utilisateur. C'est une app qui a ce je ne sais quoi que les autres sites manquaient. C'est pourquoi c'est le premier vrai banger de ByteDance. Tuchao apparaît dans un contexte où la transition du web classique au web mobile n'était qu'à ses prémices. Les sites internet n'étaient pas du tout adaptés à la navigation via un portable. Cependant, Tuchao était justement pensé pour les téléphones. Par contre, aucune news n'était rédigée par l'app. Tout contenu était pris ailleurs sur d'autres sites. Il se servait donc dans le plus grand des calmes. C'est pourquoi, au départ, l'app avait pas mal de détracteurs. Beaucoup de sites qui, eux, rédigeaient leurs propres articles, traitaient Tuchao de vilains petits copieurs et voleurs back in the day. Au fil du temps, l'app a su leur prouver leur utilité dans cette transition informatique et par la suite, ces détracteurs sont devenus ses partenaires. Car plus Tuchao générait du trafic, plus les propriétaires des articles pouvaient en profiter. En 2013, l'app avait plus de 2 millions d'utilisateurs actifs par jour. Dans le but de se faire plus de pépettes, il leur fallait plus de 10 millions d'utilisateurs actifs par jour afin de toucher le jackpot. En suivant un plan dessiné par Zhang, c'est-à-dire embaucher des employés spécialisés dans la pub chez la concu, chez Baidu par exemple, et chez des entreprises spécialisées dans la com et embaucher des influenceurs. Ils pouvaient ainsi atteindre leur objectif. Dès 2014, ses ambitions étaient claires. Ce qu'il voulait, c'était le monde. La Chine ne lui suffisait plus. Je pense que nous avons une chance de devenir un portail important pour l'accès des utilisateurs mobiles à l'information. Non seulement en Chine, mais aussi à l'étranger, dit-il cette année-là lors d'une interview avec le radiodiffuseur chinois CCTV. Pendant que sa tête était dans les nuages, Tuchao se portait à merveille. En 2014, l'app comptait 13 millions d'utilisateurs quotidiens et générait des milliards en revenus grâce à la pub. En voyant le succès phénoménal de l'app, le fonds d'investissement Sequoia Capital, qui avait refusé de miser sur l'entreprise par le passé, décide finalement d'investir dans ByteDance et injecte 100 millions de dollars. D'autres investisseurs ne tarderont pas à suivre. Ils ont enfin compris que ByteDance était la nouvelle poule aux œufs d'or. On est en 2016. Une app fait fureur en Chine et surtout aux US. C'est une app où les gens peuvent faire de courtes vidéos de 15 secondes d'eux-mêmes en train de chanter, danser, enfin si on peut appeler ça danser, ou faire du playback sur des musiques tendances. Vidéos agrémentées de filtres et d'effets. Cette application est appelée Musical.ly. Elle a été créée en 2014. C'est une app chinoise, certes, mais très populaire et très utilisée chez les ados américains et européens. Comptabilisant en 2016 plus de 90 millions d'inscrits. Zhang a vu Musical.ly, il s'est dit « Ah mais je peux faire mieux que ça, wesh !» Zhang voit en Musical.ly une opportunité. Une opportunité de copier fort. Il se demande pourquoi pas faire un copycat de l'app mais cibler que le marché chinois. Eh bien, aussitôt pensé, aussitôt fait. Cette app s'appellera A.me à sa sortie en septembre 2016, puis changera de nom en décembre de la même année pour Douyin, traduit par vibrato ou note vibrante. Une app incluant des playbacks, de la comédie, des challenges, des danses et des lives. Ouais, Musical.ly 2 quoi. Le logo que tout le monde reconnaît représente un D pour Douyin et une note de musique qui vibre. Et non, ce n'est pas un effet en 3D, j'ai essayé avec des lunettes 3D comme une teubée. L'idée était plutôt de représenter un trémolo, c'est-à-dire un son qui tremble lorsqu'une seule note est répétée encore et encore et encore.
Le logo représente parfaitement l'appli à sa genèse, qui se base sur des vidéos accompagnées de musique. Musiques qui sont souvent reprises et répétées via des challenges encore et encore et encore. L'app a été développée chrono en main, en à peine 200 jours. Et en moins d'1 an d'existence, elle comptait plus de 100 millions d'utilisateurs chinois avec plus d'1 milliard de vidéos vues par jour. Même si dès le départ, il voulait lancer une app spécialement pour la Chine, son objectif restait sa cible principale, l'international baby. De nouveau, il concocte aux petits oignons un petit plan pour atteindre son but. Il souhaite acheter une app déjà en place mondialement, mais surtout aux US. Son premier choix fut Reddit, la plateforme américaine de discussion et d'actualité sociale. Il s'est mangé un refus, mais n'a pas baissé les bras et grâce à ses recherches, une autre application accepte d'être achetée, Flippergram. Un réseau social sous forme d'app où l'on peut partager des photos et vidéos avec de la musique. Un mélange entre Musical.ly et Insta. L'app avait vécu son heure de gloire aux US entre 2014 et 2015. 40 millions d'utilisateurs utilisaient le réseau social. Ce fut là son pic d'utilisateurs tout en ayant une valuation de 500 millions de dollars. Mais après ça, elle commençait petit à petit à flopper. En février 2017, ByteDance vient à la rescousse et rachète l'app pour un montant non divulgué, mais très probablement en dessous de sa valuation. Même si cette app a été rebrandée par ByteDance en une autre appelée Vico Video, une autre app de partage de vidéos courtes, elle n'a pas rencontré le succès attendu. Cette expérience leur a tout de même appris pas mal de choses, comme travailler avec une équipe internationale sur un projet comme celui-ci. Avec ce qu'ils ont appris pendant ce laps de temps, ils pourront le mettre en pratique dans un futur très proche. Pour l'équipe de Zhang et Liang, il leur fallait plus d'expérience dans ce domaine afin de mieux comprendre ce marché dans le but de le dompter. En tout cas, Douyin et l'achat de Flippergram et d'autres apps ne suffiront pas. Il faut un produit phare qui concurrencera Musical.ly internationalement. ByteDance décide enfin d'entrer en compétition contre Musical.ly sur les eaux internationales via le lancement de TikTok en 2017. Douyin est un carton en Chine, mais Zhang et sa clique savaient que si l'app telle qu'elle était lancée à l'international, le flop serait inévitable. Douyin est fait pour séduire la Chine et suivre à la lettre ces nombreuses restrictions que je citerai plus tard. Ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps, cher Padawan. Il décide alors de reprendre pas mal de choses de son appli phare pour créer sa petite sœur jumelle TikTok, dont le design, l'algo et le logo. Même si peu de gens ont la rêve pour le D, tout le monde sait que c'est une note de musique et c'est le principal. Pourquoi ce nom? Parce qu'ils adorent Kesha. J'étais obligée. En vrai, ça vient de l'expression « every second count », traduit par « chaque seconde compte », pour signifier cet écoulement du temps sur une horloge ou plutôt le bruit des aiguilles d'une montre. Du coup, c'est bien grâce à Kesha un peu là. Le temps est un point central dans le fonctionnement de ce réseau. Il est l'essence de cette application étant donné que les vidéos ne pouvaient pas dépasser les 15 secondes à l'époque. Douyin et TikTok, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même app. Les bases de données, les codes, les trends, les stars et les influenceurs ne sont pas les mêmes. Si tu as un compte sur TikTok, il sera inexistant sur Douyin et vice-versa. TikTok a été créé dans le seul but de séduire le reste du monde tout en gardant le même concept que Douyin. En 2017, l'app possède déjà un chiffre d'affaires de 63 millions de dollars et sa maison mère ByteDance 2,5 milliards de dollars. Puis d'un coup, Zhang observe un ralentissement de croissance du côté de Musical.ly. Il y voit une brèche. En vue d'une plus grande expérience à l'international, toujours, et surtout en vue des 200 millions d'utilisateurs, dont 60 millions d'utilisateurs US et européens que comptait l'app en 2017, ByteDance décide de racheter son concurrent Musical.ly. Après plusieurs mois de négociations, ByteDance acquiert en novembre 2017 Musical.ly pour la modique somme de 800 millions de dollars. Ils avaient touché le gros lot. Musical.ly était tout de même la première app chinoise de divertissement à faire un carton aux États-Unis et en Europe. Dès le départ, le plan était de créer TikTok et de la faire fusionner avec une autre app connue mondialement. Musical.ly fera totalement l'affaire. Dès août 2018, ce plan se met en exécution. TikTok est fusionné avec Musical.ly. Musical.ly disparaît à tout jamais, laissant TikTok aux rênes des commandes. Le même mois, ByteDance devient la start-up la plus valorisée au monde devant Uber. Sa valorisation, 75 milliards de dollars. Ouais, ça fait beaucoup de pépettes.
Les entreprises les plus puissantes de la planète niveau tech, appelées GAFAM, groupe composé de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, n'existent pas ou très peu en Chine. Par contre, les BAT existent. C'est Baidu, Alibaba et Tencent, les concurrents chinois directs de ByteDance. Pour survivre à l'écosystème chinois tech, soit tu es financé par un BAT, soit tu es écrasé par l'un d'eux. ByteDance, cependant, a été l'un des rares à leur faire face sur leur territoire, mais aussi à l'international. Zhang et Liang avaient une vision claire. Surtout Zhang, mais donnons du crédit à Liang tout de même. Voici leur mindset. Faire comme les géants pour devenir un géant. Les détails de leur plan s'ajustaient au fur et à mesure du temps. Ils furent flexibles au niveau des détails, mais jamais au niveau de leur vision. Après le rachat de Musical.ly, TikTok comptait plus de 300 millions d'utilisateurs. Mais pour Zhang, ça ne suffisait pas. Il lui fallait beaucoup plus pour nourrir le géant ByteDance, alors ils ont mis en place un autre plan, again, pour séduire encore plus de monde à l'international. Mais quel est ce plan juste? Dès 2018, TikTok était présent dans plus de 150 pays et dans plus de 75 langues. Mais quand je dis présent, ce n'est pas juste là, timidement. Non! Dès que l'app mettait un pied sur un marché, c'était pour en faire sa maison. Pour arriver à une telle expansion, ils ont tout d'abord fait une liste des meilleurs pays cibles. Ils ont ensuite classé ces pays par importance stratégique. Ces pays sont classés par PIB, population, niveau d'utilisation d'Internet sur mobile et taille du marché de la pub digitale, entre autres. Plus le pays est haut dans la liste, plus le budget expansion est immense et plus la pub y sera agressive. La liste évolue au fil du temps et de la compréhension du marché de chaque pays. Ainsi, ils sont passés à l'action et ont bombardé à foison ces pays de pubs ciblés sur Internet. Pour ce faire, ils ont utilisé à bon escient les outils proposés par leurs concurrents, comme Facebook et YouTube. TikTok faisait des campagnes de malades via les réseaux sociaux. Ils étaient partout. Entre chaque post ou story, on voyait le logo en forme de note de musique. C'était de l'harcèlement pur. Et pourtant, à ma grande surprise, ça a payé. L'harcèlement, ça paye donc. C'est de l'humour, hein. De l'humour. Les autres réseaux sociaux basés hors de la Chine ne voyaient pas TikTok comme un réel rival. TikTok, c'était leur petit. Ils le sous-estimaient clairement. Ils le voyaient juste comme un client qui paye des montagnes de millions de dollars pour leur pub sans s'apercevoir qu'il donnait à manger, à boire, un petit fauteuil bien confortable et un coussin sous les lombaires à ByteDance. ByteDance ne s'est pas gêné. Pourquoi faire? Couronné par le fait que l'entreprise a recruté plusieurs anciens de Facebook pour améliorer leur campagne d'expansion, proposant des salaires bien sexy, bien 20% plus élevés que chez Facebook, ça aide à démissionner, ça c'est sûr. Cependant, le plan expansion ne s'arrêtait pas là. Au départ, TikTok investira sur des influenceurs avec de petites audiences sur d'autres plateformes pour utiliser leur app, en leur promettant pépette et viralité autour de leur contenu. Car oui, TikTok peut rendre viral ce qu'il veut. Ils ont apparemment un petit bouton magique et secret qui rend viral n'importe quel contenu. Petit à petit, ils approchèrent des influenceurs avec des audiences de plus en plus grosses venant d'autres réseaux sociaux pour utiliser l'app, voire même des stars et artistes afin de promouvoir l'application. Ils avaient déjà utilisé la même stratégie pour Douyin en Chine, alors pourquoi pas le refaire pour TikTok? Et ce n'est pas fini. Avant juin 2020, n'importe qui pouvait être payé pour parrainer des personnes pour rejoindre la plateforme. Le programme de parrainage Astro TikTok pouvait te faire gagner 6,50 € par filleul actif. Programme malheureusement fermé aujourd'hui, bah oui, ils n'en ont plus besoin maintenant. Bon, nous, on en aurait bien besoin de ça today, les gars. Stratégie plus que payante, car fin 2018, l'app, et Douyin compris, a été téléchargée plus de 660 millions de fois, se plaçant juste derrière le monstre Facebook et sa bande, enfin Meta, en termes de nombre de téléchargements. Il faut savoir qu'en 2018, l'entreprise n'était toujours pas rentable, investissant des sommes astronomiques pour mettre en œuvre leur stratégie d'expansion. Par exemple, ils auraient dépensé cette année-là plus de 300 millions de dollars en Google Ads. Une dinguerie. Parce que TikTok rapportait en ce temps, en termes de chiffre d'affaires, à peine 150 millions de dollars. Mais ByteDance rapportait déjà plus de 7,4 milliards de dollars. Donc ça va, la dinguerie passe plus facilement en ayant une madrée comme ça. Certes, ils ont mis des sommes faramineuses dans le budget com, mais ils ont tout de même réussi à couper certains coûts. Ce n'est pas TikTok qui crée les pubs de A à Z.
Nope. Ils reprenaient et reprennent le contenu de leurs propres utilisateurs, tout simplement. Dans les conditions d'utilisation, il est bien noté qu'ils ont le droit de réutiliser tout contenu créé via leur plateforme. Et ceci avec ton accord. Les vidéos / pubs postées via les autres réseaux sociaux avaient tous quelque chose en commun. Le watermark de TikTok. Enfin, le logo là de TikTok. Et à la fin de chacune de ces pubs, la dernière chose qui rentre dans nos cerveaux, c'est le logo TikTok accompagné de ce bruit. L'année suivante, l'app a atteint le milliard de téléchargements dans le monde, atteignant la barre des 500 millions d'utilisateurs actifs. Le chiffre d'affaires en 2019 de ByteDance était de plus de 17 milliards de dollars et celui de TikTok avoisinait les 350 millions de dollars, permettant à TikTok d'être enfin bénéficiaire pour la première fois. Puis 2020 est la stratégie marketing internationale parfaite pour TikTok. J'ai nommé la chose. Cette année-là, la stratégie agressive de TikTok n'a pas ralenti. Loin de là, ça ne faisait que commencer. Meta, la maison mère de Facebook et sa clique, lancera l'assaut, une copie de TikTok mi-2018. Un flop monumental qui prendra fin en 2020. Mais revient sur Insta sous forme de réel ou Reels la même année. YouTube, quant à lui, lancera les Shorts en 2020. Et Snap aussi lancera Spotlight dans le but de faire de l'ombre au poulain de ByteDance. Mais il est bien trop tard, les gars. La fuite n'a pas pu être colmatée. De nombreux utilisateurs passeront du côté obscur, enfin, chez TikTok quoi. Surtout en 2020, l'année où la chose s'est propagée dans le reste du globe, causant le shutdown du monde entier. Provoquant dans le même temps l'ennui chez des millions de gens coincés chez eux qui se transformera en scroll sur TikTok. Personne ne pouvait échapper aux pubs TikTok ou aux nombreuses vidéos TikTok repostées sur les autres réseaux sociaux. Personne. C'est pourquoi d'autres moutons s'inscrivirent, y compris Bibi. Pourtant, avant, TikTok était considéré par beaucoup d'applications cringe et ringardes. Et j'étais la première à le scander haut et fort. Mais au fil du temps, le réseau est devenu the place to be. Grâce à la chose et ses nombreux plans pour séduire le monde, le chiffre d'affaires de TikTok en 2020 était d'1,9 milliard de dollars et celui de ByteDance 34,4 milliards de dollars. La plateforme comptait déjà 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde devant Twitter et Snap, atteignant ainsi la barre des 2 milliards de téléchargements. Mais ce n'est pas qu'à travers sa stratégie d'expansion que TikTok est devenu le monstre qu'il est aujourd'hui. La stratégie d'expansion à l'international de TikTok basée sur l'harcèlement, non, c'est faux, je ne veux pas de procès, basée sur le martèlement, porte ses fruits bien évidemment. Mais pour que la victoire soit pérenne, TikTok ne s'est pas contenté que de ça. Ils ont pas mal d'atouts dans leur manche expliquant les raisons de leur succès. Le design, c'est simple et épuré. Tout est dans l'écran. Les boutons like, commenter et partager sont à portée de notre pouce. Le like peut être donné sur n'importe quelle partie de l'écran. Et l'interface est ergonomique. Les vidéos sont en plein écran et te plongent directement dans l'app sans interruption, sans aucune distraction. Enfin, à part TikTok, bien évidemment. Il n'y a pas de page d'accueil. Tu rentres direct dans le vif du sujet. Tous ces petits détails ont été pensés pour améliorer l'expérience sur la plateforme. L'algorithme. L'intelligence artificielle qui est un outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité, combiné à l'algorithme de TikTok, forme un algo de qualité premium. Quand tu ouvres TikTok, tu n'as pas en face de toi simplement une machine, mais presque un humain qui fait tout pour te comprendre et t'apprivoiser pour mieux te distraire à coups de vidéos verticales. Même si l'app saura quoi te proposer après 2 heures top chrono d'utilisation en se basant sur tes likes, ton historique de vidéos vues, sur ton watch time de chaque vidéo, c'est-à-dire ta durée de visualisation d'une vidéo, si t'as commenté ou pas, qu'est-ce que t'as commenté, les TikTok que t'as passé en 2-2, ton feed n'est plus uniquement basé sur ça et je pense que tu l'as remarqué, non? Ton pour toi dépend également de ton âge, ton sexe, ton orientation sexuelle, tes centres d'intérêt, tes opinions politiques, ta localisation, ta haute langue parlée, tes origines, tes goûts vestimentaires, ton sens de l'humour, ton humeur, ta santé mentale. Tu crois que la liste est finie? Hell no, ça va encore plus loin. TikTok te suggère les vidéos les plus populaires dans ta région ou ta ville, selon ta religion et les dramas qui surviennent dans ta vie, tes problèmes de santé, selon ce que tu as acheté ou ce que tu veux acheter, ton historique hors de l'app, ce que tu as copié-collé, bref. It's a lot. Et en plus, la liste n'était même pas finie. Mais bon, t'as capté le délire, je pense. Mais du coup,
comment peuvent-ils savoir autant de choses sur toi? Well, parce que TikTok est littéralement un stalker. Enfin, pas vraiment, mais si un peu quand même. Il te traque à travers la navigation Internet grâce aux cookies, par exemple, qui font office de tracker. Il les dépose sur d'autres sites et autres réseaux sociaux afin de suivre tout ce que tu fais en dehors de l'app, dans le but premier de faire de la pub ciblée beaucoup trop pertinente. Par conséquent, l'app arrivera à te connaître avant même de t'avoir montré une seule vidéo. C'est pourquoi beaucoup accusent TikTok de nous écouter. Mais les gars, ils n'ont même pas besoin de le faire. Avec toutes les infos qu'ils ont sur nous, ils savent déjà tout. Et je ne dis pas qu'ils le font pas, hein. Parce que bon, souvent il y a des coïncidences bizarres. Cependant, on n'a pas les preuves qu'ils le font réellement. So, on va leur laisser le bénéfice du doute. Ou pas. Ils utilisent donc à bon escient tout ce qu'ils ont pu extraire pour perfectionner l'expérience utilisateur. C'est pas nouveau. Ces pratiques sont souvent utilisées par beaucoup, mais alors là, beaucoup d'entreprises tech, si ce n'est pas tous. Tu te rappelles de cette phrase qui dit « c'est un produit ou service est gratuit, c'est toi le pigeon, c'est toi le produit » Well, il n'y a pas plus vrai. Surtout pour les réseaux sociaux. La gratuité dans ce monde capitaliste n'existe pas. Il y a toujours un prix à payer et souvent, le tarif, ce sont nos données. Mais entre nous, on ne va pas se mentir, grâce à tout ça, l'algo est une masterclass. Oh my god! C'est vraiment impressionnant. À mes yeux de petite nerd qui passait sa jeunesse à programmer, cet algo est un bijou. Un bijou du mal pour certains certes, mais un bijou reste un bijou. Hein? Dès lors, ils prennent tes infos non pas pour simplement te proposer des pubs plus ciblées, nope. Ils le font aussi pour te proposer des contenus que pour toi. Ils pensent à leurs annonceurs, mais aussi à leurs utilisateurs. Quand Insta ou Facebook poussent les contenus les plus populaires, TikTok, lui, va pousser du contenu parfois moins populaire mais plus ciblé. Se baser simplement sur des hashtags pour savoir si la vidéo est pertinente par rapport à un sujet, trop peu pour TikTok. Ils analysent également les vidéos, l'environnement dans lequel la vidéo est filmée, la personne, ce que dit cette personne, ce qu'elle porte, sa couleur de peau, ses origines, son apparence, sa corpulence, le filtre utilisé, tout est analysé. Sur TikTok aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'hashtags ou de mots pour péter. La machine apprend et elle apprend vite et saura quoi mettre en avant. L'algo de base est puissant, efficace et attirant, donc ça te fait rester sur l'app. Plus tu utilises l'app, plus l'app collecte des infos. Plus il t'apprend, plus son algo devient performant. Et plus l'algo est performant, plus tu utilises l'app et boum, sans même t'en rendre compte, t'es dans la matrice. Et tu passes jusqu'à 95 minutes par jour sur l'app en 2022. Ouais. TikTok t'espionne avec ton consentement. Nos smartphones sont remplis de Zuckerberg dans l'unique but de nous ruiner. Non, pardon. Pour mieux nous distraire. TikTok arrivera très prochainement à te connaître mieux que toi-même car il retient tout et commence même à prédire ce que tu souhaites voir lorsque tu ouvres l'app. Le roi en devenir est presque omniprésent et omnipotent. Et pourtant, il n'en est qu'à ses balbutiements. Il a copié parfaitement ce que les autres géants faisaient pendant des années durant, tout en évoluant plus vite que ses concurrents. Sa manière de collecter les infos est plus qualitative et plus pertinente que n'importe quel autre réseau social que j'ai pu tester personnellement. TikTok a toute notre attention en nous donnant directement du contenu taillé par notre comportement sans qu'on ait à faire un seul choix. Le contenu. Le contenu est simple, court, musical, agrémenté de filtres amusants. Faire un TikTok est aussi fun que d'en consommer. Le montage est facile et accessible à tous. Tu ne sais pas monter? L'app te donne les outils pour le faire. Et comme par hasard, il existe une app de montage compatible avec TikTok appelée CapCut, lancée en avril 2020 et inventée par devine qui? ByteDance. Oh wow, quelle coïncidence! Tu penses ne pas être présentable? L'app te donne le filtre pour l'être. Tu n'as pas d'idée de contenu? L'app te donne également les idées via les challenges viraux facilement reproduisibles, mais vraiment, il n'y a pas plus facile. Et en plus, tu peux ne pas créditer les créateurs. Personne ne va te traiter de voleur parce que c'est complètement normal. Tu n'as pas beaucoup d'abonnés, voire pas du tout? Pas grave! Ce n'est qu'un détail. N'importe qui peut avoir son heure de gloire dans l'app. La création de contenu est à portée de chacun d'entre nous sur TikTok. La barrière d'entrée est très basse, voire inexistante par rapport à ses concurrents comme YouTube et Insta. N'importe qui peut le faire. Je répète, n'importe qui peut le faire et peut péter en plus de ça. Ce qui apporte un vent de fraîcheur et d'authenticité. Comme leur slogan l'indique, Real People, Real Video. Traduit par vraie personne, vraie vidéo. Au coup d'œil, tu sais quand une vidéo vient de TikTok.
C'est court, aguicheur et parfois authentique. Cet effet homemade est voulu et très apprécié. TikTok ne mise pas sur la qualité mais la quantité. Car quand tu es sur l'app, t'en bouffes du contenu. C'est comme une loterie à la découverte permanente d'un nouveau jackpot. Un générateur de contenu illimité et instantané créé par l'homme et sophistiqué par la machine. Même les pubs sur TikTok ne ressemblent pas à de la pub classique qu'on peut trouver sur Internet. Les annonceurs s'adaptent au format TikTok. C'est pourquoi en 2021, l'app possédait plus d'1,4 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et a été téléchargée plus de 3 milliards de fois. C'est la première fois qu'une app n'appartenant pas au groupe Meta Facebook réussit cet exploit. Par conséquent, TikTok a pu atteindre un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars et ByteDance 58 milliards de dollars. Et ByteDance, ça se la coule, hein? En tout cas, ils ont créé quelque chose de mauvais. Le contenu court est devenu la tendance du moment à cause de TikTok. Je ne dis pas grâce parce que la manière dont YouTube, Insta, Snap, Facebook ont copié l'app, c'est grave. C'est trop grave. Tout ça pour faire des versions mais de TikTok? Bref, de 15 secondes, ils sont passés à 30 secondes, puis 60 secondes pour qu'aujourd'hui on puisse faire des vidéos de 10 minutes. Tout a commencé avec des playbacks chelous et des petites danses bancales dans un champ vertical pour que maintenant tu puisses regarder une série, voire des films sur TikTok. Divisés en 1000 parties certes, mais tu peux tout de même les voir. C'est comme ça que j'ai pu découvrir Abbott Elementary et The Neighborhood, mes pépites du moment by the way. Aujourd'hui, sur TikTok, il n'y a pas que des challenges, car ils savent que toute leur audience n'est pas forcément friande de voir la version d'un challenge 1250 fois de suite. Il y a du contenu pour tous, car on est tous différents. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des séries, des films, mais aussi des documentaires, des storytime, des tutos, des vlogs, des clips, you name it. Une diversification de contenu appréciée par son audience au vu de la croissance exponentielle de l'app. La ruée vers l'or. Non seulement l'app était et est une mine d'or d'infos et de distractions, elle est aussi littéralement une mine d'or pour certaines personnes ou entreprises qui ont gagné des millions de followers et des millions de bifetons grâce à TikTok. Sur TikTok, il y a pas mal de moyens pour se faire des pépettes. Les musiques que tu peux créer ou les sons que tu popularises et un gagne-pain pour certains. Plus ton son est utilisé, plus tu gagnes de l'argent. Certes, c'est moins qu'un stream sur Spotify, mais ça reste des pépettes non négligeables. Si les droits de la musique t'appartiennent, bien évidemment, tu recevras jusqu'à 0,030 $ par vidéo en 2019, soit pour 100 000 publications utilisant le son, un cachet de 3 000 $. Bon, sache que ça a sûrement changé d'ici là. Et comment faire pour que les gens utilisent ton son pour être payés? Via un fameux challenge, Bardi, qui peut être créé de manière organique et sincère ou créé par un influenceur payé pour le faire. C'est pour ça qu'il y a autant de challenges sur TikTok. Grâce à ça, ta musique peut exploser. Car la viralité de ces challenges est capable de propulser des artistes en tête des charts comme 24K Golden et Yann Dior avec le son Mood, Jason Derulo et Josh 685 avec le son Savage Love, CJ avec Whoopty ou Erica Banks avec Buzz It. Par ailleurs, à travers cette méthode, de nombreux artistes ont eu la chance d'être mis au devant de la scène grand public comme Megan Thee Stallion, Doja Cat, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Impliqué 140, Weshden, Steve Lacy, Pink Puntress, Ice Spice et bien d'autres encore. Ou bien cela a permis de remettre au goût du jour des chansons sorties il y a fort longtemps, comme Running Up the Hill, A Deal With God de Kate Bush, Sure Thing de Miguel ou Cool for the Summer de Demi Lovato. Quant aux versions speed-up, des sons qui deviennent eux aussi des bangers, c'est là aussi le fruit de TikTok. Au départ, les versions speed-up, c'était pour embobiner l'algorithme afin d'utiliser la musique sans se faire strike à cause du copyright. Aujourd'hui, c'est une pratique que les stars font eux-mêmes. Il est commun maintenant de voir un artiste sortir la version speed-up d'un titre avec la version officielle, provoquant un réel bouleversement de l'industrie de la musique. Si bien que TikTok a signé des deals avec les plus grosses maisons de disques afin que leurs artistes soient diffusés sur la plateforme et pour profiter au mieux de l'outil qu'est TikTok. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle carrément de TikTokisation de la musique. Et même si tu crées un son non musical ou avec de la musique sans en détenir les droits et que par la magie de TikTok, ce son devient soudainement trendy, tu pourras gagner en visibilité comme on n'en a jamais vu sur d'autres réseaux sociaux. Ça marche également si tu crées un challenge danse ou pas, une transition, etc. Quand les utilisateurs donnent du crédit, ils donnent aussi de la visibilité, des likes et de la fame. Pour beaucoup, c'est inattendu, hyper satisfaisant
et gratifiant. De plus, la visibilité peut éventuellement se monétiser d'une manière ou d'une autre sur TikTok. Les vidéos virales sur les autres plateformes viennent la plupart du temps de TikTok. Pour ralentir ce phénomène, Meta Facebook a fait en sorte de réduire la visibilité des vidéos ayant le logo TikTok. Mais bon, ça n'a pas servi à grand chose. Le monstre TikTok s'est étalé de tout son nom à travers les autres applications. Dernièrement, il est le seul réseau social à mettre autant en avant ses utilisateurs et cela a permis l'éclosion de nombreux talents et créateurs sur la plateforme. La viralité est le fonds de commerce sur l'app. Quel créateur digne de ce nom ne rêve pas de devenir viral? Sur les autres réseaux, comme Insta, Facebook ou Snap, le niveau de viralité est saturé maintenant. Le contenu posté n'a plus la même portée qu'à leur début, sauf si t'as déjà une grosse audience et encore. TikTok, période pandémie, était cassé prémices et les chiffres explosaient tous les records. Grâce à cette viralité, des stars made in TikTok sont nées, comme Charli D'Amelio, Khaby Lame ou Caban Lame, Addison Rae, Bella Poarch et j'en passe. Ces TikTokers ont réussi à gagner des sommes folles en monétisant bien comme il faut leurs audiences. Charli D'Amelio aurait gagné en 2021 plus de 17 millions de dollars. Ah ouais, quand t'entends ça, c'est complètement compréhensible que tout le monde s'est mis à faire des TikTok. Waouh! Depuis 2021, via les lives, les pépettes coulent à flot également. Les créateurs peuvent gagner de l'argent via des cadeaux virtuels tout en étant en live. That's it. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Ils ont juste à être là, I guess. Le concept n'est pas nouveau, Twitch, YouTube et plein d'autres le font, mais sur TikTok, ce n'est pas que tes followers que tu toucheras, mais potentiellement n'importe quel utilisateur sur l'app. Les créateurs peuvent ainsi toucher des bons petits pactoles. De janvier à mars 2022, les lives ont rapporté à TikTok plus de 840 millions de dollars. C'est plus que le chiffre d'affaires de la boutique de Fortnite cette année-là. Et la plateforme prendrait de 50 à 70% de commission sur tous les cadeaux virtuels. Je te laisse faire le calcul. Les lives de toutes sortes peuvent générer des vues et donc de l'argent. Par ailleurs, ils ont intégré la possibilité de créer un abonnement payant pour les lives, comme sur Twitch, appelé Live Subscription en mai 2022. Bon, maintenant j'ai besoin qu'on parle de 2 secondes de certains lives, parce que les lives du gars qui compte le riz ou le couscous là, c'est pour me fracasser, m'achever et m'envoyer 6 pieds sous terre. Un produit pur TikTok. Sur quelle autre plateforme il y a ce genre de contenu? Et en plus, parfois, il y a 5000 spectateurs qui répondent présents pour le regarder. The fuck? Il existe également plein d'autres moyens de se faire de l'oseille sur cette plateforme, dont le font pour les créateurs depuis 2020. Accessible selon certaines conditions. On parle de 2 à 3 centimes pour 1000 vues, soit environ une vingtaine d'euros pour le million de vues. Programme totalement décevant pour la plupart des créateurs. Je ne te le fais pas dire. TikTok a depuis créé un programme supplémentaire, le programme Beta, qui lui est plus rémunérateur. Toujours accessible selon certaines conditions, mais la principale, c'est qu'il faut faire du contenu de plus d'1 minute. TikTok encourage donc les créateurs à créer du contenu un peu plus long à travers cette initiative. Une rémunération pouvant aller jusqu'à 1 euro pour 1000 vues, soit max 1000 euros pour le million de vues. Plutôt pas mal. Sinon, tu peux monétiser ton audience auprès des marques et avoir des publications sponsorisées par celles-ci. Ou bien partager des liens d'affiliation auprès de ton audience afin de toucher une commission à chaque achat. Il y a aussi l'option de vendre ses propres produits et services via tes publications qui sont par la même occasion transformables en pub via le programme TikTok Ads, contre rémunération bien évidemment. De surcroît, TikTok fait souvent des collabs directement avec des marques et influenceurs phares de la plateforme. Cela constitue ainsi un autre type de revenu pour les TikTokers. TikTok a appris des erreurs de Vine, qui n'a pas su monétiser son audience tout en donnant des moyens aux créateurs de monétiser leur audience. Cette ruée vers l'or a permis à TikTok d'atteindre en 2022 un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars et a permis à sa maison mère ByteDance de faire un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars. L'app compte cette année-là plus d'1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et affiche au compteur plus de 3,5 milliards de téléchargements, devenant l'app hors jeu la plus téléchargée au monde. La matriarche ByteDance. Pendant que TikTok devient la star de la famille aux yeux du monde entier, ByteDance a grandi les rangs de sa tribu pour que TikTok ne soit pas la seule à avoir les spotlights. Pour arriver à engendrer plus de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires et valoir plus de 220 milliards de pépettes en 2022, la famille est plutôt balèze, crois-moi. Voici le florilège d'applications et entreprises créées et ou détenues par ByteDance. Une liste non exhaustive, by the way. Genre une liste
T'as peur? Pour mieux comprendre la liste, je vais la trier à travers 6 catégories. Première catégorie, les réseaux sociaux / applications destinées au grand public. On y retrouve Tuchao ou Jinri Tuchao, sa plateforme d'actualité. Elle compte plus de 700 millions d'inscrits. De surcroît, elle est évaluée à plus de 20 milliards de dollars. Douyin, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés en Chine avec plus de 730 millions d'utilisateurs actifs en 2022. Malgré que Douyin soit utilisée qu'en Chine, elle explose le chiffre d'affaires mondial de TikTok, atteignant en 2022 plus de 20 milliards de dollars. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Xiga Video, une plateforme chinoise de partage de vidéos lancée en mai 2016. De base, Xiga Video s'appelait Tuchao Video, servant à l'origine principalement de plateforme de partage pour les courtes vidéos créées par les utilisateurs de Tuchao. Voyant le succès que ces courtes vidéos avaient sur l'app, ils décident de faire en sorte que Xiga Video soit une application à part entière. Désormais, Xiga Video produit également du contenu cinématographique et télévisuel et comptait plus de 130 millions d'utilisateurs par jour en 2020. Il y a bien évidemment TikTok, Hello, une app créée en 2018 incluant des news basées sur ta localisation et comptant plus de 50 millions d'utilisateurs actifs en 2019, soit un an après son lancement. App pas dispo en France. Vigo Video et Buzz Video, d'autres plateformes de partage de vidéos parce qu'il y en a jamais assez. CapCut, l'app d'édition de vidéos comptant plus de 200 millions d'utilisateurs en 2022. Lemonade, un réseau social again, lancé en 2020. C'est un mélange entre Insta et Pinterest, pas encore dispo en France. Resso, c'est une application de streaming musical à l'instar de Spotify et Deezer avec possibilité de voir les paroles, créer des petites vidéos, commenter la musique et blablabla. SoundOn, c'est un service de distribution de musique lancé en 2022. Une application tournée vers la musique encore, mais pour les musiciens cette fois-ci. C'est en gros dans le cas où tu es un artiste et tu veux que ta musique soit dispo sur Spotify, tu dois passer par un distributeur de musique à la manière de DistroKid ou TuneCore. Deuxième catégorie, applications et ou services à destination des entreprises ou business to business. On y compte BytePlus, lancé en 2021, une filiale qui vend les technologies de ByteDance comme son intelligence artificielle et son algorithme qui ont fait la renommée de ses applications stars comme TikTok et Douyin. Feishu pour la Chine et Lark pour le reste du monde. Une plateforme interconnectée collaborative créée en 2019 destinée aux entreprises. Une sorte de suite Office Pro mais made in China avec toutes les fonctionnalités pour faire des vidéoconférences, partager des documents, contacter d'autres collaborateurs, enfin, toute la panoplie. Lark n'a rien à envier à Office Pro ou Google. On dirait même la même chose, mais que nini, ou pas. Plateforme dispo dans plus de 125 pays et ayant atteint en 2022 plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Troisième catégorie, le gaming, avec Newverse, acquise en 2017 et lancée en 2019. C'est la filiale d'édition de jeux de ByteDance. Moontoon Technology, rachetée en 2021, une société de développement de jeux implémentée dans le Newverse. Un achat s'élevant à 4 milliards de dollars, s'ajoutant à d'autres rachats de sociétés spécialisées dans le jeu. La matriarche n'hésite pas à toucher à la réalité virtuelle, ce qui constitue sa quatrième catégorie, à travers le rachat de plusieurs entreprises comme Pico Interactive en 2021, une société de casques virtuels acquise pour la modique somme de 772 millions de dollars, et PolyQ, une start-up chinoise spécialisée dans la réalité virtuelle et le metaverse, rachetée en 2022. Puis vint la cinquième catégorie, l'éducation via sa gamme DALI Education, appelée de la sorte car en chinois, le mot DALI signifie grande force. Cette gamme contient des services éducatifs comme Gogo Kid, une app qui enseigne aux enfants l'anglais, Kingbei, une app qui reproduit l'expérience vécue en classe, et plein d'autres produits similaires. Ça ajoute à la liste son premier produit matériel grand public, une lampe intelligente appelée DALI ou DALI Smart Lamp, lancée en 2020. Une lampe intelligente de tutorat destinée à l'aide aux devoirs et contenant toutes les apps que je viens de te citer plus tôt pour le prix de 119 $, et elle produit de la lumière occasionnellement. Ah, mais c'est vraiment une lampe du coup? Ce n'est pas que le smartphone? Ok, choix intéressant. Produit écoulé à plus de 10 000 exemplaires lors de son premier mois d'exploitation. Un choix intéressant et payant apparemment. Bon, de base, ça devait juste être qu'un simple smartphone. Au vu de la tête de la lampe, non.
Sans blague. Et enfin, voici la 6e et dernière catégorie, la santé. En 2020, ByteDance décide de s'expandre de manière inattendue. Elle acquiert l'encyclopédie médicale Biochemy et lance une gamme d'outils de soins de santé sous le nom de CRO, permettant aux patients de trouver des informations médicales et programmer des consultations médicales virtuelles. Puis, en août 2022, voilà que la firme chinoise s'offre toute une chaîne d'hôpitaux, The M-Care Hospital, pour la bagatelle d'1,5 milliard de dollars. Une stratégie curieuse de premier abord, mais complètement normale dans le monde de la tech. Amazon, Microsoft ou Apple investissent beaucoup dans ce domaine, dans une optique d'avoir le plus de données possible afin de les traiter de la meilleure manière au sein de produits tournés vers la santé. Toutes ces applications, acquisitions, filiales et entreprises de ByteDance ont tout en commun une caractéristique. Elles contiennent toutes, sans exception, le vrai produit phare de ByteDance. Sais-tu ce que c'est? L'as-tu deviné? C'est bien évidemment l'intelligence artificielle. Bon, peut-être que ce n'était pas si évident que ça parce que j'ai fait exprès de ne pas trop le mentionner dans ce chapitre. Une vraie petite cachotière celle-là. I know. Et pourtant, depuis la création, le cœur de ByteDance a toujours été l'intelligence artificielle. Zhang était réellement un visionnaire pour ça. Pas pour l'avoir juste pensé, parce que tout le monde à ce stade y a pensé, mais pour l'avoir efficacement mise en place. Et dire que de base, le gars ne connaissait rien à l'IA, c'est fort. C'est très fort. Avec la quantité de données que reçoit ByteDance, ils auraient pu juste les vendre. Mais ils ne se contentent pas que de ça. Ils font en sorte de créer des produits et services à partir de nos données, de nos comportements, de nos habitudes, de notre santé et de nos distractions. Ils créent tout simplement à partir de nous. Ok. C'est l'heure de la pause. Parce que je parle trop. Surtout que cette première partie est un sacré gros morceau. Et pourtant, je n'ai pas tout dit. Il manque nos chouchous. Les dramas, les polémiques et les controverses. En gros, I got you, mais I got you plus tard avec la partie 2. On a tous besoin d'une pause right now. Donc rendez-vous... Je t'avoue que je ne préfère pas te donner une date exacte. Je n'aime pas trop mentir. Donc rendez-vous si Dieu veut. Like et abonne-toi pour être prévenu de la sortie de la partie 2. Bisous babe. Cordialement, Tendo.